On a beaucoup de jeunes qui partent mourir dans la mer parce qu'ils veulent aller à l'étranger. Toi, tu fais le chemin retour, quitter les États-Unis. Il y a des gens qui font plus que moi, mais ils se cachent. Les politiques le savent. Et dès que tu n'es pas avec eux, on t'envoie les taxes, on tue ton business. L'Africain, c'est tuer les champions. Il ne sait pas créer des champions. Nos leaders, ils n'ont pas de vision. Ils vont faire des routes, ils sont contents. Après, tes enfants vont mourir dans l'océan Atlantique pour aller chercher l'Eldorado. 6000 jeunes Sénégalais sont morts cette année sur l'océan Atlantique. Si tu veux récolter demain, il faut semer aujourd'hui. On dit à Wolof, boy denk, il faut investir sur la jeunesse. C'est eux l'avenir de ce pays. Cette jeunesse qui est en train de mourir par manque d'espoir, mais comment ils vont être demain? On a des milliards, les Français, trucs, ils viennent ici prendre. Après, on va aller là-bas pour dire on a besoin de dons. Tous les présidents africains, inclus mon président sénégalais, il est en Italie, un petit pays, l'Italie, pour faire le sommet Italie-Afrique. Comment est-ce que tout ton continent peut aller parler avec un pays pauvre? Comparé le Sénégal, on est plus riche que l'Italie. Mais maintenant, il y a sommet France-Afrique, Italie-Afrique, Turquie-Afrique. Il y a même les Japonais qui font Japon-Afrique maintenant, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique. On ne se respecte pas. Je peux sentir ta frustration. Non, là, tu m'as chauffé encore. Hein. Les gars, on est au Sénégal. Ouais. Et j'ai une grosse surprise pour vous. Aujourd'hui, on est venu à la rencontre du très célèbre, très impactant Thione Niang. C'est important de venir voir ce qu'il fait, de montrer ce qu'il fait, d'échanger avec lui. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler juste un peu de sa jeunesse, pas beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de reportages sur ton enfance et tout le reste. Bon, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait qu'on ne le connaisse pas. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous vivez quelque part, je ne sais pas où. Qui est Thione Niang? Merci. Merci Stéphanie d'être venue au Sénégal. Welcome, bienvenue chez vous. Merci. Dans la gamme, comme on dit en Wolof ici. Merci d'être là, Jeff Zone. Thione Niang, je suis sénégalais. Je suis de Kaolack. J'ai grandi à Kaolack. À 16 ans, j'ai quitté Kaolack pour aller à Dakar. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat à Dakar. Ce qui m'a inspiré au début, c'était changer les conditions de vie de ma mère. Tu sais, chaque personne a un why, le pourquoi. Je regardais ma mère avec les difficultés de presque toutes les femmes africaines traditionnelles qui n'ont pas fini leurs études, qui n'ont pas eu de travail, mais qui travaillent à la maison dans des familles polygames, avec 10 enfants, un bébé ici, l'autre à côté, de l'autre à côté, pleurer autour. Et tu dois cuisiner quand c'est ton tour, aller au marché, sous la chaleur de Kaolack, chaleur ardente de Kaolack. Sous cette chaleur-là, travailler pour nourrir la maison, cuisiner pour une trentaine de personnes, ne pas même avoir un merci. Et j'ai vu ça très tôt et j'ai vu que je devais faire quelque chose pour apporter le bonheur à cette belle femme qui est très douce, qui rêvait aussi de la réussite de ses enfants aujourd'hui. Et beaucoup de femmes africaines rêvent de ça. Et ça m'a donné beaucoup de force. Moi, j'ai grandi après avec mon grand-père, avec beaucoup de difficultés, comme beaucoup de jeunes Africains. Hein. C'est pourquoi je comprends cette vague d'immigration qui est au cri de cœur de cette manque d'espoir, hope. J'étais dans cette même condition avec mon grand-père qui était handicapé, on n'avait pas d'argent, 3 jours parfois, on ne mangeait pas à la maison. Et lui, il croyait en moi, qui m'a très tôt responsabilisé, qui a mis très tôt cette niaque de vouloir réussir, qui me disait que les conditions de la famille, c'est à toi de les changer. Il m'a chargé très tôt, quoi, tu vois. Et j'avais que 12 ans, 14 ans, après j'ai quitté Kaolack. Il m'a demandé de quitter Kaolack pour venir à Dakar. Et là, c'est là où j'allais à l'école. Les vacances, j'étais apprenti maçon, je travaillais dur pour envoyer quelque chose à ma mère, avoir ses prières. Tu as fait de la maçonnerie? Ben oui, wow. chaque année scolaire, les vacances, c'est ce que je faisais à Dakar, parce qu'il fallait gagner quelque chose. C'est là où j'ai commencé à comprendre la valeur du travail. Et mon premier salaire est venu même avant ça, hein, quand j'avais 12 ans, je vendais des radis. On appelle ici les radis, les Sénégalais savent ce que je dis, c'est des glaces. Des glaces. Les week-ends, j'allais à Birkelane. Les vacances. Birkelane, il y a un grand loom, c'est un marché hebdomadaire le dimanche, pour aller là-bas vendre des glaces pour ma tante. Et à l'ouverture de l'école,
Elle me donnait l'argent que j'ai gagné. Et c'est comme ça que j'achetais mes habits pour aller à l'école, les fournitures, etc. Ok. Donc, très tôt, mon grand-père m'a vraiment accru en moi et c'est comme ça que je suis arrivé à Dakar. Après le bac, j'ai tenté le visa. Ils m'ont refusé 3 fois. 4e fois, c'est comme ça que j'ai eu mon visa. Et comme l'histoire, hein, beaucoup le connaissent déjà, j'ai fait 5 mois, je ne pouvais pas aller aux États-Unis, je n'avais pas de billet d'avion. Wow. 500 000 francs Air Afrique, on ne pouvait pas trouver. 5 mois, janvier, février, mars, avril, mai. C'est mai, le 25 mai que j'ai pris l'avion. Et Wow. j'ai cherché partout. Ma mère a tout fait. Finalement, elle est allée voir. Moi, j'avais déjà give up. Hein. J'ai laissé déjà. Je me dis, ben, écoute, ça vaut pas la peine. J'ai un visa d'étudiant, je peux pas aller. Et on est allé partout regarder. Ma mère, quand on lui dit non. Et puis un jour, ma mère m'a appelé pour me dire, mais Daouda est là. Un cousin qui est venu de Chapeau. Je dis, mais je peux plus aller parce qu'ils vont nous dire non anyway. Mais avec nos mamans, quand tu lâches, elle lâche pas. Elle est allée anyway. Elle m'a appelé le matin pour me dire que d'aller le trouver à Dakar. Je suis allé, le gars m'a donné le billet. Acheter le billet, ça restait $20 en cash. Elle m'a donné ça, bon, ce qui reste pour argent de poche. Et c'est comme ça que je suis arrivé à New York, débarqué avec ces $20-là, 10 000 francs CFA. $20 dans la poche. Ouais. C'est tout ce que j'avais, mais avec un cœur rempli de rêves, Wow. avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie. Parce que j'avais promis à ma mère à 12 ans que un jour, je l'ai trouvé pleurer à 4h, 5h du matin. Par désespoir, et je lui ai dit, un jour viendra, ton fils, je vais grandir, je vais travailler, je vais changer ta vie. Et c'était une promesse, ma première promesse, qu'il ne m'a jamais lâché. Et le jour où je suis arrivé aux États-Unis, je me rappelle, un ami de la famille As m'a pris de l'aéroport, on est arrivé, je lui ai dit, bon, j'ai $20, je veux acheter un stand pour appeler, il n'y avait pas WhatsApp. Il fallait appeler des cartes. Et tu craches, tu appelles. Et il n'y avait pas beaucoup de cellulaires en Afrique. Donc, dans tout le quartier à Médina, là où j'habitais, Médina Baba, il y avait une maison qui avait téléphone. Donc, il faut appeler là-bas. Après, on te dit, oui, décroche, on va aller appeler ta maman, tu reviens. Tu rappelles encore. Donc, j'avais acheté $10 de carte. Et j'appelle, on me dit, oui, on va aller appeler maman. 15 minutes après, j'appelle. Elle est là, elle me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, tu sais, non, maman, elle se soucie toujours de ta vie si tu es OK. Et elle savait que ça ne va pas. Parce que là, moi, il fallait repousser les limites. J'avais rêvé mon rêve était d'arriver aux États-Unis. Maintenant, je suis là, je fais quoi? Il fallait encore repousser et recommencer. Il faut d'autres rêves, quoi. Il faut aller tout de suite trouver du travail. J'ai pas de famille ici. Là-bas, j'ai pas les moyens. Tout est nouveau. Il y a l'anglais qui est très rapide. Je comprenais pas beaucoup. La culture, la nourriture. J'ai laissé tout ce que j'aimais, mon pays, ma nourriture, ma culture, ma famille, tout était derrière. Je suis seul dans un pays comme les États-Unis et je devais tout de suite réussir parce qu'il fallait coûte que coûte changer sa vie. Wow. Et quand sur le téléphone, elle a entendu que quand il m'a dit est-ce que ça va, et j'ai commencé à pleurer, le téléphone a coupé. Ah, elle a pleuré, poup, ça me donne même des. Et là, ça me reste $10. Et je m'assieds un peu de pizza. Maintenant, presque l'argent est fini. J'ai dit à Asdieng, qui m'écoute, il est toujours à New York, un gars extraordinaire qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu chez lui. Tout de suite, il fallait trouver du travail. Donc c'est comme ça, il m'a amené chez Ben, dans un restaurant mexicain, et j'ai trouvé le travail là-bas pour nettoyer les tables. Le plus beau jour de ma vie, c'est arrivé 2 semaines après quand j'ai reçu mon premier chèque. Comme vous tous, hein, quand on est aux États-Unis, le premier chèque, on va à Western Union, MoneyGram. Ce jour-là, j'étais impatient parce que le bus a pris un peu de retard. Moi-même, j'ai couru là-bas jusqu'à Western Union pour envoyer l'argent à ma mère. Alhamdulillah, depuis ce jour-là, chaque mois, ça fait 25 ans presque, maintenant 24 ans. Wow. Et ça a changé ma vie complètement. Et voilà mon petite histoire, pourquoi je suis allé aux États-Unis. C'était vraiment pour maman. Maintenant, j'ai trouvé que j'ai aussi aujourd'hui beaucoup de mamans en Afrique qui ont besoin de nous. Beaucoup de nos sœurs ont besoin de nous. Beaucoup de notre jeunesse, au-delà du Sénégal, africaine, a besoin de nous. Ce qui a motivé aussi mon retour. C'est ça, c'est justement la prochaine question que j'ai pour toi. Étant de la diaspora américaine, on a beaucoup de jeunes qui partent mourir dans la mer parce qu'ils veulent aller à l'étranger.
toi, tu fais le chemin retour. Mais est-ce qu'on t'a pas pris pour un fou, là, tu décides de quitter les États-Unis? Tu avais quand même, tu étais bien, hein, tu te plaignais pas. Du tout. Tu as eu à travailler pour la campagne d'Obama. Tu as de bonnes connexions. Mais néanmoins, tu décides de rentrer. Ouais. Pourquoi? D'abord, au début, nous, Africains, quand on quitte nos pays, c'est pas pour aller rester, hein. Beaucoup d'entre nous restent parce que les conditions ne sont pas réunies pour revenir avoir ce même confort de vie qu'on a aux États-Unis. Mais je sais que tous les Africains qui m'écoutent, s'ils avaient ce qu'ils voulaient, ils n'allaient pas dormir à New York. Ils allaient revenir et amener ce transfert de compétences. C'est pourquoi la diaspora est un peu frustrée de ce qui se passe. Parce qu'ils veulent rentrer. Ils ont travaillé, ils ont gagné beaucoup de compétences. Et ils ont parfois les moyens pour venir investir dans leur pays. Mais beaucoup de pays africains ne les reçoivent pas. On est devenu des menaces sur la politique, par exemple. Et quand on arrive, ils nous fatiguent. C'est pourquoi ils sont très frustrés dans beaucoup de pays, pas seulement le Sénégal. Mais je disais qu'au début, on est allé, moi, quand j'ai décidé d'aller, c'était pour aller me battre pour ce qu'on dit en Wolof, Faj Gatché. Nous tous, on a quitté pour ça. Faj Gatché. C'était pour aller apporter l'honneur dans nos familles. Pourquoi? Parce que dans nos propres pays, nos pays d'origine ne peuvent pas nous donner cet espoir qu'on a besoin. C'est compliqué de réussir dans nos pays. Si tu veux savoir, je dis toujours que si tu veux comprendre, avoir un aperçu sur l'avenir d'un pays, il faut regarder les conditions de sa jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, son rêve le plus ardent, c'est de quitter son continent. Aujourd'hui, au Sénégal, tu vas prendre 10 jeunes, 9 de ces jeunes-là rêvent, même plus des jeunes, hein, il y a même des vieux, des fonctionnaires. Le rêve le plus ardent aujourd'hui, c'est quitter le Sénégal. Pour ceux qui peuvent encore rêver, hein, parce que beaucoup ne rêvent même plus. Oui, parce qu'il n'y a plus d'espoir dans nos pays. Et c'est malheureux, c'est pourquoi on quitte. Mais si on pouvait revenir, c'était pour ça. Et puis, pour répondre à votre question, c'est pas, moi, je ne suis pas le premier à faire le retour. Hein. C'est rien de spécial. On devait me poser la question. D'ailleurs, pourquoi vous avez réussi, vous n'avez pas fait le retour? Si j'étais resté aux États-Unis avec toutes ces compétences que j'ai eues à Washington et dans le monde entier, si je restais encore à Washington, si tu me posais la question de pourquoi tu n'es pas au retour en train d'apporter ça à sa jeunesse africaine, là, j'aurais du mal. C'est la question à se poser. Mais ce que j'ai fait, c'est rien d'exceptionnel. C'est les normes. Bien que c'est difficile. Revisitons l'histoire un peu. Aujourd'hui, nos pères fondateurs, si on revisite l'histoire pendant la colonisation, quand l'Afrique francophone a été décolonisée, c'est le monde politique, hein. Économiquement, on est toujours colonisé. Mais les pères fondateurs qui ont décolonisé l'Afrique, ils ont fait la même chose que moi. Moi, j'ai fait la même chose qu'eux. Ils sont allés apprendre de l'autre côté. Cheikh Anta Diop a fait la même chose, Lamine Gueye a fait la même chose, Nkrumah a fait la même chose, Senghor a fait la même chose, Abdoulaye Wade a fait la même chose. Je ne suis pas le premier, ils sont allés à l'université là-bas. Ils ont étudié et ils avaient l'opportunité de rester. Cheikh Anta Diop est un exemple extraordinaire. Après les études, après qu'il a soutenu son PhD, on l'a proposé de travailler en France en tant que professeur. Il a dit non, moi je vais aller tout de suite, demain je prends l'avion pour aller servir mon pays. Et ce qui s'est passé, il est revenu ici, on l'a fatigué dans ce pays-là. On l'a refusé d'enseigner à l'université qui porte son nom aujourd'hui, c'est Anta Diop. Il a créé un parti politique que Senghor a dissous. C'est pourquoi j'ai toujours dit l'Africain ne sait pas créer des hommes, on sait détruire des hommes. On ne sait pas créer des champions, on sait détruire des champions. Imagine Cheikh Anta Diop avec cette portée qu'il a aujourd'hui, qu'il a dans le monde entier. Le Sénégal ne pouvait pas profiter de cet homme brillant comme Cheikh Anta Diop. Donc aujourd'hui, moi j'ai pris des risques. J'ai pris des risques parce que vous avez vu comment c'était compliqué au moins à mon retour dans mon pays. C'était pas du tout facile, c'est toujours pas facile. Mais je me bats, je suis là au fond du Sénégal, dans un village, où j'ai ce que vous voyez aussi, cette ferme. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien, il n'y avait même pas les arbres. Tout ce que vous voyez ici, je le semais avec ces jeunes, un à un. Parce qu'un leader, il faut savoir aller là où il n'y a rien et vous créer quelque chose. Et vous laissez des traces derrière qui peuvent inspirer des générations qui doivent venir. Et ça, c'est une vision
que j'ai, au-delà de ma mère, j'ai créé cette vision aujourd'hui qui va être ma why, de ma contribution dans mon continent. Et ça, si c'était facile, je n'allais pas le faire. Je le fais parce que c'est difficile. C'est dans la difficulté qu'on va trouver aujourd'hui les solutions pour résoudre cette dépendance de notre pays, mais ce manque d'espoir de notre continent qui est aujourd'hui un peu frustrant. Un continent qui a tout et manque de tout. Avec ces leaderships qui n'ont aucune vision de ce qui va développer notre continent. Mais Nian, justement, tu prends ton courage d'où? Parce que je connais beaucoup d'Africains qui veulent faire ce retour, mais les conditions. Comment est-ce que quelqu'un peut quitter le confort de chez lui, bon, de chez lui, du pays qu'il a accueilli, dont soit les États-Unis, la France, et dire qu'il rentre dans des conditions prospères? Toi, tu tires ton courage d'où? C'est venu d'où cette force intérieure? C'est ce que je te dis là, cette force intérieure vient de voir ma maman dans ses difficultés. Et de revenir dans mon pays chaque jour. Et je suis encore plus frustré parce que quand je suis aux États-Unis, je suis au Canada, je suis en Australie, je suis à Singapour, j'ai parcouru le monde de plus de 100 pays. Et je vois ces pays qui n'ont pas la moitié de ce que nous avons. Nous, on a des terres arables. Dans mon pays, ici, on est au Sénégal, 3 millions de terres arables. Il n'y a que 11% qui sont utilisées. 11%? Ben oui. Et aujourd'hui, là où on est autour de nous, là, jusqu'à l'aéroport du Sénégal, c'est les Indiens qui sont en train d'acheter des hectares en train de faire de l'agriculture. Il y a les Chinois, il y a les Espagnols, il y a les Italiens qui font travailler nos parents et nos jeunes. Quand tu vas dans leur champ, c'est comme si tu étais pendant l'esclavage. Des milliers d'Africains qui travaillent à 2000 francs la journée. Tu vois les Blancs qui sont là-bas ou les Asiatiques, avec le téléphone et l'ordinateur, faire des transferts de milliards. Et le reste là, c'est ce qu'ils vendent dans nos marchés. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans l'océan Atlantique. Des bateaux qui viennent prendre tout ce que nous avons. Nous, on ne peut même pas trouver du poisson pour manger. Et tous ces jeunes qui étaient pêcheurs tout au long des 700 km de côte qu'on a ne peuvent plus trouver du travail. Et ces jeunes sont en train de mourir dans l'océan Atlantique silencieusement, que personne ne peut expliquer ce qui se passe et nos leaders n'en parlent aucune. No actions oriented. C'est comme génocide ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ces jeunes qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Mais ça, c'est assez pour te donner de l'énergie. Si un être humain, si tu as une vision et si tu as voyagé pour voir dans d'autres pays ce qu'ils ont pu faire, avec rien. Nous, on a la jeunesse, population la plus jeune du monde. On a le soleil. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui. Moi, je prie Dieu depuis que je suis arrivé, alhamdoulilah, depuis que j'étais au Canada et les États-Unis, je ne voyais pas le soleil depuis un mois. Je suis arrivé ici, c'est comme, c'est blessing. Eux, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas sorti. Le soleil seulement peut changer l'Afrique. On a ça. 700 km de côte de Sénégal. Ça peut seulement nourrir le Sénégal. Et on ne mange pas assez. On a le pétrole, ce n'est pas fini. On a le zircon, 3e mondial. Zircon au Sénégal, on a ça. C'est juste à côté ici. Hein. C'est juste à 30 km de là où on est. On est vers Mboro ici, tu sors ici. Il y a les zircons, c'est des montagnes de sable. Ici, de Djogo jusqu'à Saint-Louis. Ça ne finit jamais. À l'éternité. On en a ici. On est encore pauvre. Ce n'est pas fini. À Kédougou, tu vas là-bas, on a l'or là-bas. C'est incroyable. Et tous les villages autour d'eux, ils n'ont pas 1000 francs pour manger la journée. C'est pas possible. Ben oui, la pauvreté à Kédougou, tu vas aller là-bas faire des reportages, il faut aller le voir. Et l'or qui sort de là-bas jusqu'à... le président en a parlé même il y a quelques mois. Il n'y a pas de comptoir dans le pays. On ne refine pas dans le pays. Tu ne vas jamais rencontrer un Sénégalais qui porte l'or sénégalais. On ne le voit pas, nous. C'est pas possible. Oui. Chaque jour, des millions ils sortent, des tonnes sortent chaque jour pour aller à Dubaï, en Switzerland, partout, pas possible. pour être vendus et revenir ici nous vendre ça. Ça, c'est juste un peu. Hein. Il y en a le fer. On a les terres partout. Mais tout ce qui est en train de se construire dans ce pays et dans ce continent, c'est par les autres. Moi, je disais toujours que je veux créer ce rêve sénégalais, d'ailleurs, qui existe déjà, mais c'est en train d'être vécu par les étrangers qui viennent. 3 mois après, tu deviens multimilliardaire. Et que le Sénégalais qui est né dans ce pays, il va naître pauvre, vivre pauvre et mourir pauvre s'il ne sort pas de ce pays. Ou bien il devient politicien, il va prendre de l'argent de l'État
qui doit construire nos États, qui doit construire nos hôpitaux, qui doit construire nos routes, qui doit construire nos écoles. Cet argent, ils prennent pour faire de la politique, parce qu'en Afrique et au Sénégal particulièrement, les hommes les plus riches, ce n'est pas des businessmen, c'est des politiciens. Ce qui est bizarre, contradictoire. Seulement en Afrique. Donc voilà pourquoi moi, mes actions sont orientées vers le JEF, l'action. Ici, on s'appelle le JEF Zone, zone d'action. JEF, ça veut dire action. Action en Wolof. Parce que je sais que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est l'économie de la connaissance. On a tout, mais on ne peut pas l'exploiter. Même si aujourd'hui, on prend toutes les ressources naturelles, on reprend les contrats. Toi et moi, et tous ces jeunes qui sont là autour de moi, tu leur donnes des puits de pétrole, ils ne vont rien faire. Ils n'ont pas l'économie de la connaissance. Et je dis toujours que le développement, ça ne s'importe pas. On le cultive ici, 2 fois, sur la terre et ici, sur la tête des jeunes. C'est pourquoi, depuis mon arrivée au Sénégal, j'ai investi sur l'économie de la connaissance. J'ai fait des instituts comme l'Institut digital de Give One Project à Saly, pour que les jeunes, ils sont là-bas en train d'apprendre Artificial Intelligence, qui est en train d'aujourd'hui révolutionner le monde, et on est absent. J'ai investi sur ça, la cybersécurité, AI et Data et Robotique. C'est l'Institut de Give One Project. Ici, le développement, ça sème, parce qu'il faut devoir manger pour pouvoir réfléchir. L'Africain ne peut pas réfléchir, on n'innove pas, on ne participe pas sur le monde, on ne crée rien, on ne fait que télécharger dans l'Internet. Au TikTok, on est en train de danser, on participe sur rien. Le monde est en train de révolutionner l'Internet aujourd'hui avec AI, etc. Pourquoi? Parce qu'on a faim. La majeure partie des jeunes africains que tu rencontres aujourd'hui, ils cherchent ce qu'ils doivent trouver quelque chose pour amener à la maison pour manger. Si la personne ne peut pas manger, il ne peut pas avoir toutes ses capacités pour réfléchir, pour innover. Ce n'est pas une priorité pour eux. Pourquoi les jeunes américains, là où tu es à New York, les Français, sont en train d'être dans des laboratoires pour créer des choses comme Artificial Intelligence, AI, des robots aujourd'hui qui font tout le travail du monde entier. Nous, on ne peut même pas créer une charrette de nos parents là. C'est ce qu'on conduit depuis avant l'indépendance. On ne va même pas innover pour changer les pneus. Les voitures qu'on conduit, c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça. L'essence qui vient de chez nous, c'est quelqu'un qui va raffiner ça pour eux, pour nous. Tous nos habits, c'est quelqu'un qui va faire ça. Tout ce que nous mangeons, quelqu'un va faire nous envoyer. Nos hôpitaux, on ne peut même pas faire aspirine. Aspirine là, Nivaquine, on ne peut pas le faire. Même vaccin là, tout le monde entier cherche vaccin, ils ont créé des vaccins, on fait des recherches, les Turcs, etc. Nous, on attend les Chinois ou les Américains pour nous donner, on est content, on nous donne le vaccin. Parce qu'on est dans cette dépendance qui ne finit jamais depuis l'indépendance. Donc tout ça me frustre. Me donne beaucoup de niaque et beaucoup d'énergie. Et comment le résoudre? Pour moi, il faut aller sur l'économie de la connaissance. Il faut investir, il faut semer sur ces jeunes-là. C'est pourquoi je suis là, j'ai créé cet institut qu'on va regarder, qu'on va visiter, et que les jeunes africains ils viennent de partout pour régler cette question fondamentale de l'Afrique. D'abord, c'est d'abord se nourrir. Et ma soeur, si moi-même je viens chez toi là, hein, et je te donne à manger, je te donne tout, je paye ton électricité, est-ce que toi tu es libre? Tu n'es pas? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Du tout, ouais. On a des milliards, les Français, trucs, ils viennent ici prendre, après on va aller là-bas pour dire on a besoin de dons. Aujourd'hui là, on parle. Tous les présidents africains, inclus mon président sénégalais, il est en Italie, un petit pays, l'Italie, pour faire l'Italie et l'Afrique. L'Afrique, sommet Italie-Afrique. Tu n'es pas au courant? Aujourd'hui, Oui, je suis au courant de ça. Comment est-ce que tout ton continent peut aller parler avec un pays pauvre? L'Italie, c'est comparé au Sénégal, on est plus riche que l'Italie. C'est parce qu'ils peuvent exploiter ce qu'ils ont, mais nous, on ne peut pas. Pourquoi Imagine l'Amérique, l'Italie va dire, oui, on va faire l'Amérique, toute l'Amérique, pas seulement l'Amérique des États-Unis. Hein. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, on va faire sommet Amérique-Italie. Mais les Américains disent, vous êtes fous, quoi. Même la France. Mais maintenant, il y a sommet France-Afrique, Italie-Afrique, Turquie-Afrique. Il y a même les Japonais qui font Japon-Afrique maintenant, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique. C'est-à-dire on ne se respecte pas. Et les gens ne nous respectent pas parce qu'on est allé là-bas pour bégayer, pour demander, oui, tu peux me construire un pont là-bas pour 2 millions de dollars, on est assis sur des milliards qui ne finissent jamais, si on pouvait les exploiter. Et je pense que pour changer ce paradigme, il faudra investir absolument dans la jeunesse africaine et surtout à la femme africaine. C'est pourquoi j'ai lancé aussi le Women Training Center qui est en train de former les femmes sur l'entrepreneuriat, tout ce qui est financial literacy, pour qu'elles puissent être aussi indépendantes et puissent innover, régler cette question encore fondamentale de pouvoir se nourrir indépendante d'abord. Et là, ils peuvent réfléchir sur les questions d'actualité aujourd'hui comme l'IA, cybersécurité, etc.
Bon, je peux sentir ta frustration. Ah oui. Tu es vraiment frustré. Non, là, tu m'as chauffé encore. Hein. Il est vraiment frustré. Et ça se comprend parce que c'est frustrant. Pendant qu'il parle des challenges, les entrepreneurs vont voir les opportunités dans ça. Exactly. Et comme il dit, ce sont les autres qui viennent prendre. Pendant qu'ils viennent prendre, nous, on visite nos pays, on va à l'extérieur. C'est qui un peu, parce que dans 10 ans, 15 ans, quand on va faire le rapport, le bilan, ce sera catastrophique. Hein. Vous revenez, tout est pris. Hein. Exactement. D'abord, notre terre est en train d'être prise. C'est seulement en Afrique que tu vois un étranger peut venir prendre jusqu'à 100, 200 hectares. Titre foncier. Un étranger, hein. Titre foncier dans nos pays. Et le Sénégalais ne peut pas avoir bail. Et ce qu'ils cultivent, ça va dans leur pays. C'est les restes là qu'ils nous vendent dans nos marchés. Mais c'est dû à quoi ce truc? Parce qu'on se pose trop de questions souvent. Est-ce que les gouvernements ne font pas leur travail? Est-ce que c'est un gros manque de vision? Est-ce que c'est Ah non, c'est profond. Hein. Ça, pour régler cette question, il faut aller à la base. Moi, je dis toujours, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'il faut aller à la racine pour le créer. Parce que tout ça fait partie de notre histoire. Ah là, c'est très profond. Hein. C'est de l'esclavage jusqu'à la colonisation. Ils ont ancré dans nous, après la colonisation, d'abord l'esclavage, c'est nous mettre entre nous. Je te vois, je dis à l'autre, là, oui, on va essayer de l'amener ici, c'est les Blancs qui vont nous prendre, nous vendre dans l'autre côté. On se déteste depuis le début. Hein. Maintenant, la colonisation est venue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Blancs, quand ils sont venus, OK, pour les avoir, pour le reste de l'éternité, là, c'est simple. Il faut aller à la racine. Il faut faire des écoles, l'économie de la connaissance. Il faut transférer notre culture. D'abord, on nous dit que vous n'êtes pas cultivé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous cultiver, on va vous éduquer, on va vous donner une religion. D'abord, comment on fait? On fait dans l'école élémentaire. Tu parlais le Wolof ou Diola ou je ne sais pas quoi, Swahili, on dit, OK, ça, c'est pas bon. Hein? Il faut parler français. Comme ça, tu es civilisé. Tu te détaches de ta langue. Ça, c'est un grand problème. Deuxièmement, il faut parler comme le français, mais aussi s'habiller comme le français, ou bien l'anglais pour les pays anglophones. Et on commence à être bon, même nos intellectuels, pour qu'on pense que tu es intelligent, il faut parler comme eux. Troisièmement, même ce que vous mangez, les couscous, les foufous là, c'est pas bon. Il faut être sur la table, manger du chocolat, beurre, café, fourchette, truc. Laissez les affaires de main là, c'est pas civilisé. Après, on laisse nos fermes. On attend qu'eux, ils nous amènent des beurres. Et ici au Sénégal, nous, on mangeait le matin le fondé, l'art, tchagri, etc. Hein. Mais depuis l'indépendance, ils ont semé ça. On commence le matin maintenant. Si tu ne vas pas aux boulangeries acheter du pain, le quartier va penser que toi, tu es pauvre. À midi, si tu ne manges pas de riz, ils nous ont introduit ça. Nous, on n'avait pas ça. On avait des couscous, on mangeait du nyeleng, etc. Maintenant, un Sénégalais, à midi, tu ne lui donnes pas un tchèp, il pense que tu es pauvre. Et c'est bizarre ce que je veux dire parce qu'on a remarqué justement qu'il y a beaucoup de plats locaux qui tournent autour du riz. Tout ça, c'est introduit par le colon. Africain. Pour te faire ça, tu dépends d'eux. Ouais. Tu vois ce que tu m'as posé la question, c'est que je suis en train de t'expliquer. Hein. C'est très profond ce qu'on a. Et au-delà de ça, il y a l'autre chose. C'est que maintenant, tu veux être comme l'autre, tu ne vas jamais être comme lui. Tu vas être le second de l'autre. D'accord? Maintenant, ils prennent les meilleurs dans chaque école, ils les amènent en France. C'est les Senghor, les Mamadou Diallo, etc. Certains se sont battus, mais après, ils ont tué. Certains, ils ont mis en prison. Certains, ils ont fatigué, comme Nkrumah, etc. Mais les autres, comme Senghor, etc., ils sont devenus des Blancs qui sont noirs. Leur combat de la vie, c'était pourquoi on doit parler un bon français. Est-ce que tu peux imaginer un président américain qui quitte le pouvoir et qui va vivre en France pour voyager le monde, pour apprendre aux gens, pour leur dire que vous devez parler français parce que c'est une belle langue qui nous amène à ça? Aucun sens. Ouais, ici, mon pays, là où vous êtes, ce pays-là, tous les anciens présidents qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, après la présidence, ils vont vivre en France. L'ancien président Abdou Diouf, l'autre Senghor, etc., ils sont allés. Par exemple, Abdou Diouf était le président de la francophonie, voyager le monde pour convaincre les gens qu'on doit parler français. Pas Wolof, hein? Pas venir enseigner dans les universités, pas venir transférer ce knowledge qu'il a eu, pas venir construire des écoles ou des fermes comme je suis en train de faire, pas revenir construire des associations, pas venir faire des fondations comme Obama, comme les autres présidents l'ont fait, Bush, Clinton, etc. Les autres comme les Français, des fondations pour transférer la transmission de cette knowledge qu'ils ont eu de l'État pour créer d'autres jeunes politiques qui vont venir faire la politique autrement, écrire des livres. Ils n'ont pas fait ça, hein? Ils sont en train de voyager pour montrer le colon là.
tu es toujours notre master. C'est quoi l'identité sénégalaise aujourd'hui? On n'en a pas. L'américaine a son identité. Singapour, ils ont leur identité. Le français a son identité. Le marocain a son identité. Le sénégalais n'a pas d'identité. On n'est pas blanc, on n'est pas noir. Parce qu'on pense que pour être intelligent, nos enfants doivent parler français d'abord ou l'anglais. Ça fait mal, hein? Mais comment on peut changer un pays? L'arbre là ne peut pas se tenir s'il n'y a pas de racine. C'est quoi la racine de nos pays? On n'a pas nos propres héros, on ne les apprend pas. On a des héros qui ont écrit des livres incroyables comme Cheikh Amadou Ibrahim Niasse, Amadou Bamba, etc. Il n'y a pas, chaque école élémentaire, tu peux aller, tu prends 99% de tes enfants ne connaissent pas un livre au nom de l'écriture de Cheikh Amadou Bamba, qui a résisté les Français jusqu'à Gabon. Donc cet arbre-là ne va pas tenir. C'est aujourd'hui, c'est pourquoi nos pays n'existent pas économiquement. C'est tenu par la France et l'Europe qui viennent encore nous exploiter. On met des leaders ici qui n'ont aucune vision. Et le courage de commencer ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils sont guidés par la France et l'Europe et les États-Unis et les autres pays qui nous prennent comme des gens qui sont rien dans le monde entier, ils participent à rien du tout. Ils sont juste là, ces gens-là. Hein? Ils ne savent même pas se nourrir. On est des figurants. Et pourtant, tu prends un jeune Africain qui est là, un de ces jeunes, tu les amènes à New York, dans 2 ans, tu ne vas pas le reconnaître. Tout à fait. Il va exceller, il va faire de l'excellence. Tout à fait, je suis d'accord. On est partout dans le monde, tu le vois. Jusqu'à Google, vice-président, partout les Africains sont là-bas. Mais dans leur propre pays, ils ne peuvent pas parce que le leadership est blind. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Je découvre un visage de toi très activiste. Non, je ne suis pas... qui est très intéressant. Oui, ce n'est pas l'activisme, hein, c'est... Oui, mais tu es également dans l'action. Ce n'est pas juste les mots, mais on est là en plein dans ta ferme. Ouais. Et un truc qui m'a beaucoup frappé, vous formez dans l'intelligence artificielle. Ouais. J'ai mis l'accent tellement de fois, je me dis, mais comment le monde avance aussi rapidement? L'Africain ne sait même pas c'est quoi tenir un ordinateur. Avant même d'avoir un ordinateur, la majeure part des Africains n'ont pas d'électricité, 600 millions. Tu parles d'ordinateur, ma soeur, il faut aller à l'intérieur de l'Afrique. Des villages ici n'ont pas d'électricité. Tu es là, au village. Là. Si tu n'as pas d'électricité, comment tu vas compétir sur l'artificielle intelligence? Et aujourd'hui, c'est l'avenir du monde entier. Et même hier, tu as vu WhatsApp, ils ont leur propre AI maintenant. Oui, oui. Tu as ton propre assistant. Tu n'as plus de travail, toi. Hein? WhatsApp a créé. Tu as vu le AI de WhatsApp? Ils ont maintenant leur propre AI. Tout ce que tu veux, tu lui demandes, il te dit. Tout ce que tu veux. Mais ces jeunes-là, ils n'ont même pas Internet. Comment ils vont comme nos enfants qui sont dans les écoles à l'intérieur du pays, ils n'ont même pas d'Internet. Ici au Sénégal, ils sont dans les abris provisoires. C'est comme ça qu'on appelle ça, abris provisoires. Ils sont tous les arbres pour apprendre. Et pourtant, on a l'argent pour investir sur l'éducation. Sans l'éducation, un pays ne peut pas se développer. Mais l'argent là, c'est dans les maisons et dans les comptes bancaires des politiciens. Comment tu peux expliquer des premiers ministres qui sont plus riches que les businessmen dans ce pays? C'est les leaders politiques et les milliardaires de ce pays, c'est des politiciens. C'est l'argent là qu'on devait investir dans les écoles pour que ces jeunes puissent compétir avec les jeunes américains sur l'artificial intelligence, sur AI, sur l'agriculture intelligence. Mais nous, on devait, naturellement, le Sénégal devait faire nourrir le monde entier. Naturellement, le Sénégal devait être un pays agricole. Parce qu'on a tout, la jeunesse, l'eau, l'électricité, on a tout ce qu'on a besoin. On devait nourrir l'Afrique, nous, notre pays là. Moi, si j'étais président dans ce pays, ça devait être la vision du pays. Mais aujourd'hui, tu demandes nos leaders, c'est quoi votre vision pour le pays? Ils disent, oui, mais pour être président, oui. Mais ils ne savent pas où ils veulent amener nos pays. Même pour avoir une belle vision pour eux, il faut aller en France, prendre des gens de Sciences Po, ils vont t'écrire des trucs comme PSE. Il faut un Français qui t'écrit comment tu vas développer ton pays. Et c'est ce que le président a fait là avec PSE là. Il est allé là-bas en France, ils nous ont écrit des affaires là. C'est la même chose, ils ont écrit, ils ont vendu. Moi, j'ai fait Sciences Po, mon master, je l'ai eu à Sciences Po. C'est les mêmes professeurs là qui ont fait ça pour le Gabon, qui ont fait ça pour le Sénégal, Côte d'Ivoire, même plan. On change le nom. Et ces plans-là, ça va marcher sur le correct structurel pour les ponts, pour les trains, pour les autoroutes, pour les trucs. Là où ils investissent, les Blancs, ils savent. C'est pour encore te contrôler, prendre aussi l'argent. Mais ils ne vont jamais investir sur l'humain. On a oublié d'investir sur l'humain. Pour nous, eux, ils n'ont pas oublié. Ils l'ont fait par exprès. Parce qu'ils savent que si tu investis sur l'humain, l'économie de la connaissance, dans 10 ans, tu ne peux plus contrôler ces Africains. Ils seront comme les Asiatiques. Ils vont être comme les Japonais, les Chinois et les Coréens qui étaient comme nous, ou pire, qui aujourd'hui font partie des dirigeants du monde entier parce que l'économie de la connaissance. Ils créent des téléphones artificiels. Ils sont en compétition avec les États-Unis. Ils ont dépassé l'Europe. C'est pourquoi quand Macron va là-bas, il va faire ça, qu'on les regarde comme ça. Même quand tu le vois tout. Récemment, il est allé là-bas faire des selfies avec le président indien. Oui, c'est mon ami et tout ça là. Parce qu'ils savent que les Indiens les ont dépassés aujourd'hui.
sur l'ingénierie. Ils ont investi sur l'économie de la connaissance. Mais nous, nos leaders, ils n'ont pas de vision. Ils vont faire des routes, ils sont contents. C'est bon. Mais après, tes enfants vont mourir dans l'océan Atlantique pour aller chercher l'Eldorado. Il y a 2 mois, là, le rapport qui est sorti, 6 000 jeunes Sénégalais sont morts cette année. 6 000 sur l'océan Atlantique. Ils ne savent même pas c'est combien. Ça, c'est des fausses histoires. Ils expliquent. Ouais. Mais, même devant chez moi, les jeunes prennent le bateau. Comment on va faire avec ces humains-là? Qui va investir sur eux? Quel va être Parce que si tu veux récolter demain, il faut semer aujourd'hui. Et tu ne vas récolter que ce que tu as semé. Et pour semer, on dit à Wolof, boy denk, il faut investir sur la jeunesse, parce que c'est eux l'avenir de ce pays. Mais cette jeunesse qui est en train de mourir par manque d'espoir, mais comment ils vont être demain? Je les ai trouvés à New York, tu les as vus là-bas, partout dans les rues de New York, qui ont les motos qui sont en train de déposer à manger à chaque Uber et tout ça. C'est les jeunes Sénégalais. Donc tout ça, c'est frustrant, mais pour moi, ça doit commencer par des initiatives comme ça. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on ait le courage aussi, je sais que ce n'est pas facile, de venir créer des initiatives sur le Djeuf. Parce que aussi les paroles ne vont rien changer. Hein. C'est des milliers de jeunes que j'ai formés ici aujourd'hui. Je les vois au Maroc, je les vois au Mali, je les vois au Burkina Faso, je les vois partout dans le pays, en train de créer leur propre ferme, en train de travailler sur la transformation, en train d'innover même beaucoup plus que je faisais aujourd'hui, sur la pisciculture, etc. Ça, c'est semé. Et je sais que demain, on va récolter par ces sacrifices, ces initiatives qu'on a pu faire sur l'introduction de l'AI à la jeunesse, la femme, etc. Et si on peut avoir beaucoup plus d'initiatives comme ça, on peut espérer que l'Afrique peut changer. Mais si ce n'est pas le cas... Moi, je dis, franchement, s'il y avait ne serait-ce que 20 Tionians au Sénégal, on serait très loin aujourd'hui. Il y en a, mais on les tue. Ça existe déjà. Beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui font plus que moi, mais ils se cachent. Si les politiques le savent, et dès que tu n'es pas avec eux, on t'envoie les taxes, on tue ton business. Je te dis, mon frère, ma soeur, je répète, l'Africain, c'est tuer les champions, il ne sait pas créer des champions. Pourquoi tu es fort aux États-Unis? Parce qu'ils s'en foutent de ta couleur de peau, ce que tu fais, c'est ton talent qui regarde. Tu comprends? Moi, si je vais faire ça aux États-Unis ou dans un pays comme Singapour, aujourd'hui, le monde entier va entendre ça. Mais les politiques ne veulent même pas me voir dans le pays. Je le dérange. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont retournés ici de la diaspora. Je connais à côté de chez moi, ils ont envoyé de l'État. Mais ils se cachent, ils ne veulent même pas publier. Je dis, oh non, ils vont me fatiguer. Donc, you know, I don't know what to say. Let's go to the farm. Non, j'arrive même pas à mettre le mot dessus parce que je sens la passion, la frustration, l'énergie. Ce qu'on va faire, on va faire le tour de la ferme. C'est très important. C'est combien d'hectares on va aller, je vais te montrer tout ça. Parce que sinon, il fait chaud et après, tu n'auras pas ce que tu as besoin avec la lumière. Ok. You know? Super. Bon, on y va, on fait le tour de la ferme. D'accord. Ibrahima, c'est l'assistant manager. Ok. Il est de Burkina Faso. Oh, le pays de Traoré. Voilà, bonne représentation. Sankara. Donc, c'est lui qui gère avec Chris Mandela, qui est du Bénin. Ok. Qui est le directeur exécutif, qui est en vacances. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Donc, ici, c'est la pépinière. Il faut dire que c'est ici qu'on conçoit tout en gros. La pépinière. Voilà, c'est comme on l'appelle comme ça. C'est ici, on fait, c'est un peu notre labo. Que ce soit greffage, que ce soit les plantes, tout vient d'ici. Tout vient d'ici. Les arbres d'ornement, comme les flamboyants, les arbres fruitiers, comme les goyaviers, les citronniers, et papayers. Ici, c'est les choux, tout ce champ-là. Petit point, ils m'ont reconnaître. Tout ça, c'est l'oignon que vous voyez ici.
C'est ça, je rappe. Waouh, regardez les gars. Ah. La vraie bouffe africaine, quoi. You marques quoi, dingue. Bon, ça, ce sont les poivrons. Il y en a plein ici. C'est bio, c'est naturel, c'est très bon. Les gars, c'est la vie. C'est l'Afrique. On dit qu'on mange comme ça. En fait, au Burkina Faso, ils mangent ça comme ça. Ouais. Ici, on met dans le tchèp. Ouais. On prépare, on met dans le tchèp. Avec le tchèp. Regarde, tu es en train de manger ça. J'ai essayé pour la première fois comme ça. On va en parler après que tu essaies. Le Burkinabé, lui, il aime bien. Ah. C'est un peu amer. Chez vous, vous le mangez comme ça? C'est amer hein, pour nous. Comme vous voyez, hein, c'est l'Institut agricole et de leadership. Young Agricultural Leadership Institute. Okay. Ça, je l'ai construit pendant Covid. Covid. Je ne pouvais pas voyager, je vivais dans les fermes. Et un jour, j'ai dit à mes équipes, écoute, j'ai une idée. On va, je suis venu de ma maison là-bas, on est venu, j'ai dit, ici, je vois un institut agricole. Il y a mon frère et truc qui rigolait, qui dit, mais qui va venir dans ces champs pour apprendre l'agriculture? J'ai dit, ok, on va le construire, vous allez voir les jeunes de partout dans le monde, ils vont venir ici. Ils ne m'ont pas cru, ils ont rigolé, ils ont dit, bah, lui là, il est fou. C'est Covid, il ne peut plus voyager, donc je reste ici. Et puis on a commencé, j'ai appris les maçons, on a commencé à bosser. J'ai accéléré, tac, 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 tac. On a fait quelques mois, 4-5 mois, on a fini, inauguré, les étudiants commencent à venir. Aujourd'hui, on est à la 68e promotion. Presque 39 nationalités du monde entier. Des pays que moi-même j'imaginais qui allaient quitter le pays, arriver au Sénégal, prendre la route jusqu'au champ ici dans le village pour apprendre l'agriculture. Ici, ils apprennent le leadership, l'agriculture, pisciculture, élevage, tout ce qui est agro-business. Il faut créer des champions. C'est pourquoi je vise toute mon énergie sur les jeunes. Pourquoi l'Amérique est comme elle est aujourd'hui? Les États-Unis. Ils ont des modèles. Ils regardent les Steve Jobs, hein, les Mark Zuckerberg, avant ça même les Carnegie, etc., les Rockefeller. Ils aiment montrer les Ford, leurs champions. Si tu fais quelque chose aux États-Unis, on te montre comme exemple. Tout le monde veut être comme toi. Pas de la méchanceté, hein, c'est l'exemple. Ici, on voit quelqu'un qui réussit, c'est cracks in the same barrel. On amène tout le monde down. Si tu réussis, on va te dire que tu es un franc-maçon, ou bien tu es homosexuel, ou bien tu as marabouté quelqu'un. C'est-à-dire, nous, on déteste la réussite, quoi. Maintenant, si tu es blanc, on te dit, ah, le blanc, il est fort, hein, mais l'Africain aussi est fort. Mais pour nous, depuis l'histoire de l'esclavage, on déteste notre prochain. Ça me fait mal de te voir réussir. Au lieu que tu m'inspires, je te vois. Tu le vois même dans les familles. Non, au-delà de la jalousie, c'est le self-hate, comme on appelle ça en français. Ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Autocritique, ouais. Quand il te déteste, quand il ne t'aime pas parce que tu réussis, c'est lui, parce que tu lui reflètes sa médiocrité. I don't know how you say that in French. Par exemple, quand l'Africain te va réussir, pour lui, quand il te va réussir, tu lui montres que lui, il ne peut pas réussir. Donc, automatiquement, il te montre que tu n'es pas mal, il va raconter des histoires sur toi. C'est pourquoi toutes mes institutions-là, j'ai mis le leadership dedans. Parce qu'il faut travailler la personne. Il faut changer l'Africain de sa mentalité. Sans cette mentalité, on va aller nulle part. Bon, les gars, on vient de faire le tour de la ferme, ce qui est superbe. Là, maintenant, on va chez Thion. Il vient entre deux villages. Tu nous expliques. Ça se passe comment? Ici, c'est Nyegel, c'est le village de... Là, il y a mes fermes. Il y a ma maison. J'ai aussi une maison ici, que tu as vu là-bas. Mais je vis aussi à Sendou. C'est là où notre maison. Donc, on va aller là-bas manger du tchèp, que tu vois aussi. Ah, on va manger. C'est un village lépou. Le mang. Ben oui. On part à Sendou, les gars. Un village de personnes. Let's go.